De retour sur ce plateau avec Monsieur Olivier Sambaï qui nous a finalement rejoint. Je vous ai annoncé en premier, mais finalement c'est en deuxième partie que vous passez. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, très cher Christopher. Vous avez été victime de ce que vous avez prévu vous-même comme thème. Vous aviez évoqué des pistes de solutions que vous pourrez nous donner ce soir. Mais vous avez été coincé dans les embouteillages pour arriver sur notre plateau aujourd'hui. La situation, vous confirmez avec nous qu'elle est catastrophique sur les routes de Kinshasa. Bon, depuis 2 semaines, je parle de l'invivabilité dans la ville de Kinshasa. Elle est devenue invivable. Le problème est là. La solution peut être envisagée, mais apparemment, l'intelligence congolaise, particulièrement pour tous ceux qui sont à Kinshasa, semble tomber dans une sorte, par métaphore, nous dirons, de la constipation intellectuelle. En ce sens qu'on est bloqué en pensée, on ne sait pas trouver des solutions. Parce qu'un intellectuel, c'est celui qui trouve des solutions au problème. Et pourtant, nous avons des érudits, nous avons des penseurs, nous avons des personnes avec des qualifications et qualités qu'il faut, qui peuvent réfléchir, qui peuvent proposer des pistes et des solutions, mais il n'y a aucune solution. C'est pourquoi je dirais c'est comme si on était constipé intellectuellement. Et pourtant, le problème semble être complexe. Certes, il y a un problème des routes dans la ville de Kinshasa. Et la réhabilitation a déjà commencé. On a suivi les gouverneurs la semaine dernière, je pense peut-être au début de cette semaine, présenter les bilans des routes qui sont en train d'être réhabilitées. Nous avons la situation... on pourrait parler de la surpopulation. Là, ce sont des raisons... Justement, hein, parce que jusqu'à un moment, on parlait de réhabilitation, mais est-ce qu'aujourd'hui, à ce stade, la réhabilitation des routes pourra vraiment résoudre un problème où il faudrait une construction, une révision carrément des infrastructures routières à Kinshasa, une autre manière de réfléchir, augmenter le nombre des roulages, des agents de roulage, parce qu'il n'y en a pas assez, hein, selon les chiffres, ils sont à peine 160 pour Kinshasa, où l'on compte des millions de véhicules, sans compter l'incivisme routier. Il y a des gens qui n'ont jamais fréquenté l'auto-école, qui ont appris à conduire de telle ou telle autre manière. Le contrôle technique est inexistant depuis quasi plusieurs années, donc on a des véhicules qui peuvent tomber en panne à tout moment. Le respect de l'autorité des routes, que ce soit les autorités elles-mêmes qui ne respectent pas le code de la route pour des urgences telle ou telle autre. Est-ce que réhabiliter quelques kilomètres de route pourra résoudre ce problème aujourd'hui? Je parlais de la complexité de ces problèmes. C'est vraiment complexe. Que vous venez vraiment de peindre les tableaux. Vous voyez que ça paraît très sombre, les tableaux que vous avez peints vous-même. Alors, construction des routes, réhabilitation des routes, ce sont des causes secondaires. Mais la cause première, c'est quoi qui cause les embouteillages? C'est qu'il n'y a pas d'autorité de l'État. C'est simplement ça le cas. Je vous donne 2 exemples pour démontrer réellement que les embouteillages sont causés par l'inexistence de l'autorité de l'État. Nous sommes en août 2023. Je ne pars pas très loin, parce que si je rentre là, on dira qu'on n'avait pas assez de véhicules. La situation actuelle avec l'état actuel des routes. Août 2023, on n'a pas connu d'embouteillage, parce qu'on a organisé les Jeux de la francophonie. On a assisté à la véritable instauration de l'autorité de l'État pendant une période bien définie. Tout à fait. On voyait la garde républicaine, 5 heures du matin, déjà, sur toutes les voies, en train de veiller à la circulation. Là où il faut stationner, il faut stationner. Là où il ne le faut pas, il ne le faut pas. Et parce qu'ils étaient majoritairement logés au home des étudiants à l'université de Kinshasa, mais surprenamment, même le Carrefour... Là où c'est apparemment l'enfer. Je vous dis, c'était fluide la circulation. Ça montre réellement que le problème, c'est d'abord l'inexistence de l'autorité de l'État. Et on a assisté plus de mois, pas d'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Je me rappelle encore le jour où il y a eu marathon, même sur le boulevard Lumumba. Lorsqu'ils ont commencé vers le stade des Martyrs à marcher jusqu'à la place échangère, il y a eu certes embouteillage parce qu'il fallait seulement utiliser l'autre voie en contresens, mais il y avait quand même circulation parce qu'il y avait autorité qui était instaurée pendant une période bien définie. Je mets ça de côté. Je prends le jour où nous avons reçu le roi de la Belgique. Il a atterri à l'aéroport, mais c'était fluide.
personne n'avait laissé son véhicule à la maison. Tous les véhicules circulaient. Comme d'habitude. Donc il n'y avait pas d'embouteillage Un ce jour jour-là. ouvrable. Jour ouvrable. C'était un mardi, si je ne me trompe. Bon, on a reçu le pape. C'était fluide parce qu'on savait que les papes viendraient. On a mis la garde républicaine parce on a renforcé en fait la police par la garde républicaine. Et il n'y avait pas d'embouteillage. Donc, les routes, une autre façon d'organiser les transports, ce sont des causes secondaires. Mais la cause fondamentale, c'est d'abord l'inexistence et l'absence totale de l'autorité de l'État. Est-ce qu'il faudrait que ces éléments de la garde républicaine enlèvent ces tenues-là et mettent les chasubles de roulage pour suppléer tant soit peu? Parce qu'on les voit, hein, quand le président de la République doit faire un déplacement, ils sont là 1 heure, 2 heures avant. Si le président de la République sort de chez lui à la cité de l'Union africaine pour aller au fleuve Congo, à Rotana ou à Hilton, il ne sera pas bloqué. On laisse vraiment une voie et même les 3 autres bandes qui restent sur le boulevard, ça circule. C'est très rare, mais vraiment très rare que le président de la République se retrouve dans les embouteillages alors qu'on les vit pratiquement tous les jours. L'exemple du chef de l'État n'est même pas particulier, c'est un cas singulier. Parce que, certes, en tant qu'individu, il représente toute une institution, mais c'est l'individu chef de l'État, avec toute sa suite, seulement. Mais vous avez 20 millions d'habitants à Kinshasa qui circulent librement parce qu'on a instauré l'autorité pendant une période bien définie. La cause fondamentale est celle-là. Il ne faudrait pas seulement que la garde républicaine porte... Parce que le problème, c'est quoi? La police de circulation routière est un tout petit peu négativement caricaturée, dans ce sens que lorsqu'on voit, on sait très bien que non, c'est la mendicité, il n'y a aucune autorité. Moi, j'ai assisté le moment où un policier de circulation routière stoppe les véhicules, mais refuse de ça. Refuse, et puis on avance. Autre chose, c'est quoi? L'inexistence de l'autorité de l'État, il y a... Deuxième cause, c'est quoi? Je présente d'abord les causes, on va voir si on a le temps de présenter les pistes. Deuxième cause, c'est quoi? Deuxième cause de ces embouteillages, c'est que l'État congolais a été humanisé. Il est devenu un humain, comme vous et moi, qui se lève le matin, qui va travailler, le soir, il rentre à la maison, il dort, il se repose, et puis le lendemain, il se réveille, il va au travail à 8 heures. C'est ça l'État congolais actuellement. La sécurité. Donc la sécurité a été humanisée. La sécurité est devenue comme un être humain qui peut se lever, qui part au travail et rentre le soir. J'illustre cela par cet exemple. Vous avez par exemple tous les carrefours où les routes, la circulation devait être régulée. La circulation est régulée. Je prends par exemple les carrefours Concabu. C'est régulé. Bon, ces derniers temps, on a supprimé les robots. Je pense qu'il y a un projet là-dessus. Mais quand il y avait des robots, à 17h, 15h, 14h, quand c'est vert, tout le monde s'arrête. Quand c'est rouge, tout le monde s'arrête. Parce que ce carrefour-là est réputé coercitif. Lorsque vous violez, le poste est tout près, vous allez là-bas. Donc, la population ne respecte pas rouge-vert parce qu'il y a rouge-vert, simplement parce que l'État fonctionne. Il est là. Mais lorsque l'État finit son travail à 19h, il va dormir, il va chez lui à la maison, il rentre chez lui. Donc l'État rentre à la maison. Et déjà 22h, l'État dort. Oui, on ne respecte plus. Vert, rouge. Et le matin, qu'est-ce qui se passe pour le reste maintenant des carrefours? Ce qui cause les embouteillages actuellement, l'inexistence de l'État, et aussi la sécurité individualisée, ou pas individualisée, mais humanisée un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe? L'État se réveille à 5h, il se lave. Il n'a pas encore commencé le travail, il va prendre aussi les transports pour arriver au lieu de travail, commencer à travailler. Et lorsqu'il est 6h, l'État est en route. Mais les citoyens avaient déjà démarré leurs véhicules, ils sont en train de rouler pour se rendre à divers endroits, soit au travail, soit au marché. Mais vous voyez qu'à 5h à 6h, l'État n'est pas encore arrivé, il y a déjà embouteillage. Ils sont en train de se discuter la voie qui va passer, qui ne va pas passer. Et quand l'État arrive, il trouve déjà l'embouteillage. C'est ça qui cause les embouteillages le matin. Tout le carrefour. Vous avez poids lourds, qui tombe au magasin, vous avez Mongafoul, tout le carrefour. C'est ça la situation. Parce que si vous remarquez bien, la police des circulations routières se pointe dans les carrefours vers 7h30. 8h juste. Mais ils ont déjà trouvé l'embouteillage. Ils n'ont plus de solution à proposer. Voilà, deuxième cause.
Troisième cause, c'est quoi? Nos routes ne sont pas régulées. Nous circulons avec vous, on voyage, on part dans d'autres pays. Mais montrez-moi de l'aéroport d'Ndjili jusqu'à la poste, ici à Gombe, là où on a défini, on a les panneaux de signalisation. Ça n'existe même pas. Les routes ne sont pas régulées. Il n'y a pas une régulation des routes. Vous quittez de l'aéroport, vous êtes étranger, vous venez, mais c'est difficile de conduire. Vous ne savez même pas là où il faut stationner. Les codes de la route. À quelle vitesse il faut rouler, à quelle vitesse il faut rouler. Il n'y a aucune définition, excepté la route poids lourd. Lorsque vous êtes côté Chani, force navale, après Bralima. Vers Sep Congo. Vers Sep Congo, vous verrez 40, 60. C'est un grand l'unique virage, endroit, ouais. parce qu'il y a un grand virage, je dis 40 à l'heure ou 60 à l'heure. Donc il n'y a pas de régulation des routes. Trois causes fondamentales. Si vous êtes étranger, vous atterrissez à Kinshasa, vous tenez le volant, vous ne savez même pas comment vous allez conduire. Il n'y a pas de signalisation. Vous ne savez même pas vous êtes dans quel quartier, vous êtes dans quelle commune. D'installer à Massine, aucune signalisation. Des machines à limiter, aucune signalisation. Des limités à Barumbu, aucune signalisation. Vous ne savez même pas il faut combien de kilomètres pour atteindre le stade de Martyrs. Il nous faut combien de kilomètres encore pour atteindre Gombe. Il n'y a rien. Et on ne sait même pas tout Tchangou, de l'aéroport jusqu'à Pont Ndjili. Mais il n'existe aucun fait de signalisation. Voilà les causes. Alors, impact de ces causes, de ces embouteillages sur l'économie et sur la santé mentale. Je prévois d'organiser une conférence là-dessus pour essayer un peu, à l'issue de cette conférence, de présenter un mémo au gouverneur, ministre des Transports, la primature, parce que Kinshasa, c'est la vitrine. C'est le siège des institutions. Le problème des embouteillages aujourd'hui constitue un problème de sécurité nationale. Parce que toutes les institutions restent ici. Kinshasa n'est pas une province comme tant d'autres. C'est une ville d'abord et ensuite une province. Alors, l'impact sur l'économie. Vous avez des commerçants, des entrepreneurs qui doivent arriver au lieu des rendez-vous. Par exemple, des commerçants qui doivent aller vendre, qui arrivent à ouvrir tardivement. Ils ne réalisent plus des recettes qu'il faut. Je prends ceux qui sont dans le secteur des transports privés. Ils sont dans les transports publics, mais en étant privés, ils ne savent plus réaliser des recettes comme il se doit. Parce qu'il n'y a plus de fluidité. Vous pouvez faire 3 heures, 4 heures pour une seule course. Ça a un impact sur l'économie. Ça a aussi un impact sur la santé mentale. Pour les professionnels, déjà, le temps de travail, à 8 heures, je dois être au bureau. Mais vous regardez l'heure, il est 7h50, vous êtes coincé dans les embouteillages. Mais quand vous calculez, vous vous dites que dans 2 heures, vous pourriez peut-être être libéré pour arriver au travail. Ça augmente le stress. Ça a un impact sur la santé mentale. Du coup, quand le ministre de la Santé a essayé d'inviter la population vers Sainte-Pépé, vous avez vu l'engouement, parce que les gens ne se sentent plus vraiment dans leur peau. Il y a une charge émotionnelle qui doit être déchargée. Ça a des impacts sur la vie de la population. Il y a même des enfants qui doivent aller à l'école, par exemple. Ça a un impact aussi, un exemple très important, l'équilibre, on devient déséquilibré. Les enfants qui doivent aller à l'école sont obligés de se réveiller à 4 heures, plutôt que de se réveiller à 6 heures tout bonnement. Ils doivent aller au lit à quelle heure? Donc ils n'ont plus de vie. 4 heures déjà, vous êtes debout, vous allez à l'école, les enfants vont à l'école tout en dormant. Ils dorment. Et le papa est arrivé, est obligé à conduire ses enfants à l'école vers 5 heures du matin. Il les laisse pour aller rapidement au travail, parce qu'il s'est dit que non, si c'est 6 heures, c'est 7 heures, je ne saurais pas arriver au travail et faire ces 2 courses à la fois. Donc ça a un impact sur la santé mentale et les milieux deviennent anxiogènes et puis on devient anxieux, on verse dans l'anxiété et ça crée des problèmes de santé mentale qui impactent sur la santé physique et on a des problèmes et des maladies psychosomatiques. Ça crée les déséquilibres. Et au niveau des emplois, renseignez-vous sur la santé mentale, la plupart des employés sont en train de perdre la concentration. La plupart des employés aujourd'hui dans les entreprises ne sont plus performants à cause des embouteillages, parce qu'ils versent dans les burn-in, ils versent dans les burn-out, parce qu'ils passent 6 heures, 4 heures, 5 heures dans les embouteillages, et ce n'est plus productif. Et ça devient un problème de sécurité nationale. Il faudrait que l'autorité puisse mettre la main, et les gouverneurs, une fois j'ai proposé ici, nous l'avons aussi présenté par l'autorité publique, qu'on parle des ministres et gouverneurs, que le gouverneur soit nommé au Conseil des ministres, comme tous les ministres, ça nécessiterait
certainement la révision de la constitution sur ces points-là. On y reviendra peut-être prochainement. Mais le gouverneur de la ville doit faire partie du conseil des ministres. Il est le patron de la ville qui gère toutes les institutions du pays. Il doit présenter les situations de la ville chaque vendredi au conseil des ministres. Nous l'avons recommandé, préconisé ici. Il peut rester gouverneur, mais il est l'invité permanent du conseil des ministres. Parce qu'il doit sécuriser le président de la République. Il doit sécuriser toutes les institutions. Voilà ce qu'il faut comprendre par rapport à cette situation. Ce n'est pas à minimiser. Et l'autorité politique doit comprendre que ça devient un problème de sécurité nationale qu'il faut rapidement résoudre. Vous avez parlé, quand on évoque les pistes de solutions, de l'État qui doit réellement exister, pas comme un humain. Il faudrait arrêter de l'humaniser, il faudrait que l'État reste à l'État, c'est-à-dire au-dessus de tout le monde pour que l'on puisse avoir des bons résultats. Là, en ce moment, on est bondé des dossiers judiciaire. En ce moment même à la RTNC, pratiquement tous les yeux sont braqués sur le débat autour de la levée ou non des immunités du ministre de la Justice lui-même, Constant Moutamba. On aimerait quand même aussi avoir votre appréhension sur ce dossier-là, que ce soit Constant Moutamba, que ce soit Nicolas Kazadi prochainement ou encore Joseph Kabila au Sénat la semaine dernière. Ok, ça tombe bien, une très bonne transition parce que le problème des embouteillages, c'est un problème de gestion. Entre la politique et la logique, c'est la question que je me pose. Est-ce que quand on a des fonctions politiques, on abandonne la logique ou bien les deux doivent marcher ensemble? Moi, j'ai l'impression comme si au Congo et en Afrique en général, je peux dire comme ça, nous sommes entrés en conflit avec la raison. Nous sommes entrés en conflit avec la logique. On cesse d'être logique dès lors qu'on a accédé aux fonctions politiques. Parlant des immunités, très cher Christopher, je vous dirais simplement que la séparation du pouvoir n'interdit pas la collaboration entre les pouvoirs. Tous les formalisateurs de la politique moderne, Thomas Hobbes, Montesquieu et les autres, ont préconiser la séparation des pouvoirs, faire en sorte que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais il n'y a aucun pouvoir qui soit totalement indépendant. On ne peut pas parler de l'indépendance des pouvoirs judiciaires totale, ça n'existe pas. On ne peut pas parler de l'indépendance totale des pouvoirs législatifs. On ne peut pas parler totalement de l'indépendance des pouvoirs exécutifs. La collaboration existe et l'inféodation ne peut pas aussi être exclue. Mais dans cette circonstance, d'où intervient la logique? Il faut être logique. La logique, c'est quoi? La logique signifie juste les principes qui sont établis doivent être respectés. C'est ça être logique. Posons la question de savoir si réellement nous sommes logiques. Mais il y a une logique de gestion de la chose publique. La logique de gestion de la chose publique veut dire quoi? Veut dire simplement que lorsque vous accédez à la gestion de la chose publique, vous devez servir la population, vous devez vous oublier, vous devez être au service de la population, faire en sorte que la population mène la meilleure des vies possible. Mais est-ce qu'au Congo, actuellement, il y a vraiment ces mariages-là entre politique et logique? La question est posée, chacun peut essayer de répondre. Mais pour ce qui me concerne par rapport à la question que vous avez posée, d'enlever des immunités. Mais ça pourrait être vu positivement dans ce sens que, par exemple, pour le ministre de la Justice, si exactement il y a, parce que j'ai vu que le procureur général près la Cour de cassation n'a pas seulement proposé pour le ministre de la Justice, mais l'a aussi proposé pour l'ancien ministre des Finances. Donc, ça peut donner l'impression qu'on s'ouvre vraiment à un véritable état de droit, ou s'il y a détournement, ou s'il y a faux bruit, on peut être interpellé qui que l'on soit. Mais ce qui décourage, c'est la suite, parce que souvenez-vous que pratiquement toutes ces personnes interpellées ne purgent pas leur peine. Récemment, j'ai brossé les tableaux des rapports de l'IGF, que j'ai accompagné avec mon SBL pendant 3 ans, dans des conférences, dans des activités. On a pris part dans beaucoup d'activités. Il y a plus de 100 rapports publiés par l'IGF, mais la récupération judiciaire n'avait pas suivi. Malheureusement, l'IGF n'avait pas la coercition, le pouvoir de coercition pour essayer un peu de bousculer tout cela qui versait dans la délinquance économique. Malheureusement, c'est ça le cas. Ça peut être la politique spectacle. Au ministre en fonction, qui sera resté en justice, immunité levée, autorisation des poursuites. Mais quelle sera la suite? Quelle sera la suite? Est-ce que c'est du spectacle qu'on offre lorsqu'il y aura des arrangements particuliers?
Pour revenir sur ce que je disais tantôt en ce qui concerne l'inféodation de l'exécutif, parfois l'inféodation du judiciaire par l'exécutif, dans ce sens que les patrons de l'exécutif, c'est le président de la République. Ce n'est pas seulement le cas pour le Congo, mais c'est comme ça que ça a été formalisé. Il est appelé magistrat suprême. La justice peut arrêter, peut condamner. Si le magistrat suprême accorde la grâce présidentielle, que fait le procureur général en ce moment-là? Les magistrats suprêmes ont accordé la grâce. Ce n'est pas seulement au Congo. Donald Trump a accordé la grâce à tous ceux qui étaient condamnés pour avoir attaqué les Capitoles. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et au Congo, on n'est pas épargné. Et ailleurs, on n'est pas épargné. D'où il faut la logique dans la gestion de la chose publique, on s'ouvre à la rationalité. Je prends par exemple le cas de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Les immunités ont été levées. Encore, il y a eu un problème de logique là-dessus. Certes, il peut y avoir des fautes commises en tant qu'ancien chef de l'État au regard de la loi spéciale portant statut des anciens chefs de l'État, dans ces articles, je crois, 5 qui définissent les articles 5, 7, 8 qui définissent les droits et devoirs et responsabilités des anciens chefs de l'État. Il a le devoir de réserve. Il ne peut pas divulguer quoi que ce soit, il ne peut pas poser des actes qui portent atteinte à la sécurité nationale. Là, c'est ce qui est prévu. Mais pour les fonctions, les actes commis en dehors de ces fonctions, il faut le 2/3 de l'Assemblée, disons, du Parlement. Du Congrès. Du Congrès, au fait. Les deux chambres devaient se réunir en Congrès. Mais c'est une logique très simple, une logique élémentaire. Mais on a refusé de suivre même cette logique. Voilà les problèmes auxquels on est confronté. Donc il fallait suivre la logique. Certes, il est reproché de ce qu'il est reproché, mais il fallait, en toute logique, réunir les congrès pour respecter quand même nos textes. Si nous-mêmes nous marchons sur nos textes, nous avons demandé à ce que les partenaires qui viendront, avec lesquels on va signer des accords, qu'ils puissent ressortir du moment où nous-mêmes nous ne voulons pas respecter les accords, quand même que les faits peuvent être saillants, les faits peuvent être éloquents, mais si on s'ouvre à la logique, on respecterait nos propres textes. Même si l'exécutif veut utiliser les droits comme élément pour brimer, mais il faudrait le faire en toute logique pour apparaître élégant. Mais à un certain moment, les faits sont là, mais on bafoue les tout parce que la forme est biaisée. On ne peut pas lever les immunités des sénateurs à vie. Autoriser la poursuite d'un ancien chef de l'État pour des fonctions, pour des faits commis en dehors de la fonction. Les faits peuvent être avant la fonction. On a vu les cas avec Jacques Chirac, a été sanctionné et condamné pour des faits commis avant d'être président de la République, quand il fut maire des villes. On a vu Nicolas Sarkozy être condamné pour des faits commis pendant qu'il était en fonction. Mais il y a quand même une procédure qu'il fallait suivre. Mais nous, la procédure qu'on a définie nous-mêmes, on ne l'a pas demandé par qui que ce soit, mais on a refusé de respecter. On se met d'accord sur des choses qu'on ne respecte pas. On ne respecte pas, c'est ça le problème. Donc il faudrait qu'on s'ouvre à la logique et être élégant dans l'agir politique et viser beaucoup plus le bonheur du peuple. Mais est-ce que ce n'est pas un problème individuel entre l'ancien chef de l'État et les nouveaux, dans ce sens que il y a d'une part quelqu'un qui cherche à démontrer que c'est lui qui a le monopole du pouvoir. D'autre part, c'est quelqu'un qui cherche à démontrer que c'est lui qui restaure l'état des droits. Entre Félix et Kabila, qui s'accapare du pouvoir et qui veut restaurer l'état des droits. En fait, c'est cette guerre-là que moi, j'essaie de comprendre. Et surtout, que gagne le peuple dans tout ça, parce que c'est le plus important, c'est le peuple qui confie le pouvoir, que ce soit à Kabila ou à Tshisekedi, que gagne le peuple d'une guerre, comme vous le présentez, d'ego, entre un ancien et un actuel président de la République, parce qu'entre-temps, on enregistre des morts, on enregistre des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, on enregistre des parents qui perdent leur boulot, et ainsi de suite, autant de malheurs. D'où la logique et la rationalité. En ce moment-là, les acteurs politiques comprendront qu'ils ne font pas la politique pour eux-mêmes, mais ils sont là au service du peuple. Mettons les égos de côté. Souvent, nous, la grandeur, l'acte de grandeur exige aussi dialogue, exige aussi pardon. Mandela a fait révolution, pardon. Mouzé avait aussi promis de faire révolution, pardon. Mais dans 3 ans, on a vu, effectivement, c'était pas la totalité. On peut faire révolution, pardon. On appelle autour du table pour le bonheur du peuple. Quand on fera pour ses égaux, il y aura toujours cette situation de tension et c'est la population qui sera sacrifiée et perdante en ce moment-là. Merci beaucoup, M. Didier Sambaï, pour votre intervention. Vous êtes devenu un habitué avec des analyses pertinentes
ici sur Télé 50. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, cher Christophe. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. Vous retrouvez d'ici 2 minutes Arlette Boutella pour la grande édition du journal de 19h. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.